Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis accompagnée de Mélanie, de Maëva et d'Amandine qui va arriver pour ce webinaire sur le thème de l'animation, de démarche d'engagement citoyen au sein des entreprises. Donc ravi de vous avoir. On est une cinquantaine de participants actuellement. Alors rapidement, je vais me présenter un petit peu la démarche et ensuite laisser mes trois co-intervenantes s'exprimer. En gros, moi je m'appelle Violette Marquis, je suis responsable du pôle Customer Management au sein de Vendredi. Donc mon rôle au sein de ce pôle, c'est d'accompagner les entreprises afin de leur permettre de lancer, de suivre, puis d'animer des programmes d'engagement ambitieux au sein de leur structure. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, très rapidement, Vendredi, c'est une start-up sociale qui existe depuis 5 ans, qui est en fait une plateforme d'engagement citoyen qui permet aux entreprises de déployer des dispositifs d'engagement pour leurs collaborateurs, qui permet aussi à des associations de poster leurs besoins sur la plateforme en ressources humaines et d'être formés pour l'accueil des bénévoles, et à des citoyens pas forcément collaborateurs, par exemple des retraités, des étudiants, des plus jeunes, de s'engager pour des actions solidaires. Donc ça, c'est notre but global. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 entreprises partenaires, 400 associations qui ont rejoint la plateforme et plus de 8000 collaborateurs qui ont participé à des actions sur notre outil. Voilà. Et je voulais reclarifier rapidement cette table ronde et cette idée. En gros, ce qu'il faut comprendre, on sort tous d'une période un peu spéciale. Et nous, pendant cette crise sanitaire, on a impulsé une démarche qui s'appelle Tous confinés, tous engagés, en réponse à la crise, qui est en fait un mouvement qui était notre cœur de métier, qui permettait à des entreprises de nous rejoindre à prix libre pour engager leurs collaborateurs pendant cette période qui était un peu particulière. On a 200 entreprises qui nous ont rejoints, 400 associations qui ont participé, et les entreprises dont on a eu à gérer ou avec lesquelles on a travaillé ont à la fois impulsé des actions solidaires avec des assos, mais aussi hors association, donc de manière, par exemple, des dons financiers ou autres. Et nous, ça nous a donné envie vraiment d'impulser une démarche de communauté et d'aller plus loin en fait dans ce qu'on faisait. C'est-à-dire nous, on a envie de se positionner plus comme des experts de l'engagement, mais de vous donner à vous, en fait, entreprises, le pouvoir d'agir et le pouvoir de vous donner aussi des conseils entre vous, de faire de l'expertise, etc. Et on pense qu'il n'y a rien d'expérience de la part d'entreprises pour avancer ensemble sur ce sujet. Et c'est pour ça que je suis ravie aujourd'hui d'avoir donc Amandine de PwC France, Mélanie de Decathlon France et Maëva de Mazars pour nous accompagner sur ce sujet et donc qui vont échanger autour de ce thème d'animation. Voilà pour la démarche. Je rappelle rapidement les règles. Donc vous l'avez vu, vous pouvez pas interagir par micro ou vidéo. Il y aura que nous quatre et la petite présentation à côté pour donner un petit peu de visibilité au thème. Il y a un chat qui peut être très utile pour se présenter si vous voulez, et vous pouvez aussi poser des questions dans la partie questions, normalement qui est à votre droite. On gardera aussi un petit temps à la fin, je pense de 10-15 minutes selon la présentation pour pouvoir répondre à vos questions qui peuvent être un petit peu plus larges. Donc n'hésitez pas. Mélanie, Maëva et Amandine pourront répondre à vos questions en flux dans le chat, et Marie de notre équipe va aussi de l'équipe Vendredi pourra également participer pour répondre à vos questions. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter, Maëva, Amandine et Mélanie. Et puis on commence. On a quatre grands thèmes qu'on a travaillé ensemble. On va les dérouler un par un. C'est assez logique. Et ben à vous les studios. Allez, je commence, c'est ça. Du coup, Maëva Lasserre, je représente le cabinet Mazars. Donc, je suis chargée de recrutement pour le cabinet et j'ai dans mon portefeuille d'action aussi, du coup, tout un tas de dispositifs RSE. Et du coup, Mazars, de manière très simple, c'est un cabinet d'audit financier, de conseil, cabinet français et groupe aujourd'hui international réparti dans un peu plus de 90 pays. Voilà pour moi. Alors moi du coup je vais prendre la suite. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie Vasseur, je travaille au sein de Decathlon France, je suis leader sur l'insertion. Mon rôle c'est de pouvoir créer du lien avec les associations, de faciliter l'engagement des collaborateurs et de pouvoir donner une chance au plus grand nombre. Voilà, et donc Decathlon que vous connaissez,
dont notre mission est de rendre accessible le sport au plus grand nombre, présent du coup en France et à l'international. Et donc, bonjour à toutes et à tous, Amandine Esposito. Donc, je travaille chez PwC France, où je suis responsable de la RSE et à ce titre, où je coordonne et pilote l'engagement sociétal des collaborateurs. PwC, comme Mazars, donc c'est un cabinet d'audit et de conseil qui est membre d'un réseau international. Et aujourd'hui, on a à peu près 6000 collaborateurs en France. Voilà. Et désolé pour les petits problèmes de connexion. J'espère que je vais pas être déconnectée. C'est mon Wi-Fi qui a été capricieux. Voilà. On connaît les conditions de télétravail, t'inquiète pas. Moi, je suis de retour au bureau, mais c'est un peu nouveau. Merci à toutes les quatre et à toutes les trois, parce que je m'inclus dedans. Et donc moi, Violette, je me suis déjà présentée. Je serai plutôt en charge de l'animation et de fluidifier un petit peu les échanges, peut-être faire des résumés de bonnes pratiques à la fin. On verra un peu comment ça se déroule. Je vous propose de commencer. Donc on a 4 grands thèmes. Le premier qui est assez logique en fait avec le commencement d'un programme d'engagement quel qu'il soit avec des assos ou plus général pour l'entreprise, c'est j'ai déjà dit, c'est de bien communiquer au lancement autour de la démarche et donc de bien lancer un programme d'engagement. C'est un petit peu un moment clé en fait pour créer de l'enthousiasme. Je sais pas si Mélanie, Maëva ou Amandine, laquelle d'entre vous aimerait partager un peu une expérience sur le sujet et quelques bonnes pratiques. Moi, je veux bien commencer. Je vais parler de l'expérience avec Vendredi et de l'engagement citoyen, puisque du coup, nous, tout a commencé dans des conditions très particulières, puisque c'était pendant le confinement. On a décidé de permettre à nos collaborateurs de pouvoir s'engager bénévolement auprès des associations présentes sur la plateforme Vendredi. Donc, la communication, elle était plus que primordiale. Et en même temps, elle était très limitée. Je pense qu'on se serait posé 40 milliards de questions. Là, elle a été simple et concrète. On a communiqué par mail au plus grand nombre, c'est-à-dire que notre cible, c'était tous les collaborateurs, qu'ils soient vendeurs, qu'ils soient magasiniers ou qu'ils soient chefs de produits. On a fait des passages dans notre radio interne qui s'appelle Radio Moquette. Donc, des passages pour expliquer la démarche avec des témoignages aussi de collaborateurs pour expliquer quel était l'engagement et comment on pouvait se connecter à la plateforme. On a continué en fait en communiquant sur des Google Sites. Donc, on avait un Google Site spécial Covid sur une partie solidarité pour qu'ils puissent rapidement la trouver. Et on a donné tous les moyens pour que ce soit le plus facile pour eux de se connecter et en même temps de pouvoir s'engager. Trop bien. Donc, nous, on a essayé d'être simple et concret dans ce moment complètement différent de d'habitude. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait, c'est que vous avez déjà utilisé les outils internes, par exemple donc une radio interne qui est diffusée, qui est accessible en ligne, etc. pour tout le monde, et deux, une campagne de mail très large, très simple, accessible à tous. Et c'est effectivement une bonne façon de lancer, surtout dans ces conditions-là où on était tous en télétravail et où les gens n'étaient pas forcément sur site. Je pense que c'est des bonnes pratiques. Est-ce que tu es contente de ce lancement, Mélanie? T'en as pensé quoi? Oui, je suis très contente. On a pu toucher 450 personnes en l'espace de moins de 10 jours. C'est, je pense, une très très bonne campagne. J'ai eu aucune difficulté aujourd'hui à parler de ces sujets. C'était vraiment une priorité dans l'entreprise de pouvoir embarquer les collaborateurs. Donc, non, très content. Et les retours qu'on a eu des collaborateurs dans cette période de confinement étaient très positifs. Ils étaient très fiers de l'entreprise. On voulait aussi lutter contre l'isolement des collaborateurs et c'est ce qu'on a réussi en fait en leur permettant de se rendre utile à travers la plateforme. Super. Maëva ou Amandine, vous voulez partager aussi une expérience de lancement, même en dehors de la crise et en dehors de Vendredi d'ailleurs? Je vais peut-être, pour continuer sur ce que disait Mélanie, alors nous, c'est vrai qu'on avait prévu de lancer la plateforme Vendredi, en plein confinement, fin avril. Donc, on l'a fait et on a dû l'accélérer un petit peu le lancement parce qu'à la fois, c'était une attente très forte de la part des collaborateurs et aussi de la direction. D'accord. Parce qu'en fait, pendant toute la période du Covid, on avait des échanges avec le top management toutes les 2 semaines auxquels l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices étaient conviés. Et c'était vraiment l'occasion de repousser les sujets d'engagement sociétal et c'était vraiment au cœur de la communication qui a été faite tout au long de la période de confinement. Et du coup, au moment où ça a été lancé, il y a eu beaucoup de communication à la fois directement via nos outils de communication interne, newsletter, intranet, etc. Mais aussi à l'occasion de ces temps d'échange avec le top management où beaucoup de gens, pour le coup, étaient connectés parce qu'on avait aussi
d'autres sujets RH, etc., ou sur le contexte inhabituel. Donc il y a eu ça, et du coup ça a vraiment permis de mobiliser parce qu'il y avait quand même des attentes très très fortes de la part de l'ensemble des personnes. Donc j'allais dire, c'est arrivé peut-être de manière un petit peu plus précipitée que ce qu'on aurait prévu. On voulait faire un événement interne, etc. Mais en fait, le contexte a aussi aidé à ce que pas mal de gens s'inscrivent parce qu'ils avaient aussi envie de faire des choses pendant cette période. Donc finalement, ça a été assez positif, Super. malgré tout. Ouais. Je rebondis sur ce qu'Amandine a dit en évoquant l'intranet. C'est vrai que nous, c'est une plateforme qu'on utilise énormément et qui permet de relayer pas mal d'infos, quel que soit le dispositif d'engagement. Et c'est vrai qu'en plus, on l'a refait il y a pas longtemps et c'est un format qui fonctionne bien puisqu'on évite, nous, de saturer les boîtes mail avec des mails qui partent à à tous les collaborateurs, y compris ceux qui sont pas forcément intéressés. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a mis en place dans le cadre de cet intranet, c'est la formation de communautés autour d'une thématique très particulière pour que les collaborateurs qui sont seulement intéressés par cette thématique puissent suivre. C'est comme sur les réseaux sociaux quand on aime une page ou voilà qu'il y a une entreprise ou une asso ou quoi qu'on a envie de suivre. Et donc, ils ont accès à toutes les infos qui sont relayées via cette communauté. Il y a un système de chat qui leur permet d'échanger, de partager aussi les bonnes pratiques. Et ça nous permet, nous, dans des dispositifs d'engagement, de faire des appels à candidature et du coup aussi d'avoir tous les formulaires et les démarches à suivre pour candidater à des dispositifs d'engagement. C'est vrai que l'intranet, c'est un moyen de pusher du contenu et d'avoir cette communauté de collaborateurs avec des appétences particulières qui se retrouvent et qui peuvent échanger sans forcément que tout Mazar et l'info. Oui, c'est bien de pouvoir créer aussi des feeds, des fils de discussion dédiés à ces sujets. Et quand on lance un programme, c'est important de pouvoir segmenter. Il y a deux questions qui sont intéressantes. Il y en a une qui était pour toi, je pense, Mélanie, qui était avez-vous posé des limites pour les actions à faire? Et mon rebond là-dessus, en fait, c'est effectivement dans une communication de lancement, ce qui est hyper important, c'est de communiquer sur ce qui est possible de faire et qui peut le faire. C'est-à-dire tout simplement, par exemple, dans le cadre du message compétences, combien de jours est-ce que l'entreprise peut offrir? Ou est-ce que c'est plutôt du bénévolat sur le temps personnel ou autre? Si c'est du don de produits, comment je fais? À quel assaut ça va être donné, etc. Et qui est éligible potentiellement à ça? Est-ce que tous les collaborateurs peuvent le faire? Est-ce que seules les personnes en CDI peuvent accéder à ces services? Et ça, c'est un peu la clé d'une action de lancement bien réussie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de clarté sur qui peut, quand, pour les collaborateurs, et ensuite quelles sont les prochaines étapes pour potentiellement y participer. Je sais pas si vous voulez rebondir sur la question de Fadel, donc il demande quels sont vos conseils pour poser les premiers jalons pour lancer une démarche qui est un peu plus large en fait que juste le lancement, qui est aussi sur, je pense, toute la partie conception en fait d'un programme, d'où vient l'idée, etc., qui est un petit peu plus large que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais qui est intéressant. Je sais pas si vous avez deux petits conseils, sinon on peut passer parce que c'est une question un petit peu plus large que notre sujet. Moi, je pense que c'est une question assez large, mais comme tu le disais, Violette, ensuite, il faut que ça réponde vraiment à un sens et à un objectif, en tout cas pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Il faut vraiment que ça fasse écho. Je sais que nous, par exemple, on va beaucoup répondre à la santé ou en tout cas au sport parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de pouvoir initier un projet d'engagement citoyen ou solidaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, juste pour agir exactement sur d'être vraiment cohérent. Ouais, je crois que la connexion d'Amandine nous a quittés dans cette prise. Collaborateurs. Hop, mince. Bon, les joies du télétravail, c'est dommage. Est-ce que Maëva, tu voulais rebondir suite à ce sujet? Ouais, juste peut-être pour compléter aussi, identifier les personnes qu'on cible. Est-ce que c'est l'ensemble des collaborateurs qui peuvent être engagés? Est-ce qu'on cible plus particulièrement certaines typologies de collaborateurs, notamment par exemple chez Mazar, nous on a un programme vraiment très spécifique en faveur des stagiaires. Donc je pense que aussi c'est important de cibler exactement et de savoir dans la communication qui est faite, est-ce que ce programme a vocation à s'appliquer à tout le monde et dans ce cas il faut le dire, ou est-ce qu'il y a des cibles
cibles spécifiques de population à l'intérieur de l'entreprise qui sont Ouais, exactement. C'est vraiment un enjeu clé. Amandine, je crois que ton micro est coupé. Voilà, si tu veux réagir. Oui, Désolée. non, mais c'est désolée. Ça marque le résultat. Que tout à l'heure. Pourtant, j'ai utilisé le bon lien, je crois. Non, je disais aussi surtout au-delà de ce que je disais sur l'engagement et ce que ça apporte des messages et des valeurs de l'entretien du top management, c'est quand même hyper important. Et nous, c'est vrai que ça s'est aussi intégré dans un moment où on communiquait beaucoup sur les sujets de bien-être en télétravail et tous ces sujets-là, et on l'a aussi connecté beaucoup à ça. Et dans les messages, c'était aussi des messages RH sur l'engagement, sur le bien-être et sur le fait de se sentir utile. Et nous, ça répondait totalement, comme c'est le cas, je pense, pour Mazars et Decathlon, qu'attendaient les salariés. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu en fait, au début de la crise, il y a eu beaucoup d'incitations, donc plutôt, enfin, je parle de la crise, on aurait pu parler d'autres moments, mais à donc rester chez soi, etc. Donc les messages pouvaient être assez anxiogènes, délivrés par le management, etc. Et c'est pour ça que c'était plutôt une bonne période de le faire quelques semaines après, si je dois parler en termes de timing, par exemple. Parce que les salariés avaient pu se concentrer, reprendre un rythme de travail ou non travail d'ailleurs, mais en tout cas c'était plus stabilisé et donc ils étaient dans une meilleure démarche pour faire ça. Et le top management pouvait aussi pousser des initiatives un peu plus solidaires, ce qui s'est en fait passé pas mal dans vos structures respectives. Et je pense que c'était une bonne question de timing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, si en tant qu'entreprise, vous participants, c'est des sujets qui sont intéressants, peut-être qu'attendre des temps un petit peu plus propices, par exemple le début de la rentrée, après la période un peu de vacances et de flou encore qui reste ces quelques mois, c'est peut-être une bonne solution d'attendre quelques semaines en fait, avant de recommuniquer sur ce genre d'initiative. Mais c'est un peu à la charge de chacun et selon comment le management communique aujourd'hui et ce qui est clair ou pas pour les collaborateurs. C'est ça qu'il y a un enjeu de timing qui est important. Peut-être qu'on peut passer à la partie 2, résultats. On a pas mal parlé du lancement et en fait, la deuxième partie est vraiment sur après le lancement, mais qui est limite un peu plus compliqué. C'est comment est-ce que sur tous les mois d'une démarche, ça peut être du don, etc. Comment est-ce que je continue à animer? Comment est-ce que je fais en sorte que ça fonctionne en fait dans l'entreprise et qu'on en parle et que après le premier pic un peu d'inscription à un programme ou de participation, comment est-ce que j'arrive à enrichir ça et à faire en sorte que plus de personnes participent. Peut-être que là-dessus, vous avez des pistes. Alors nous, un moyen qu'on utilise énormément, c'est le retour d'expérience, notamment par des capsules vidéo qui sont après retransmises à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, quand on a des salariés ou des collaborateurs au sens large qui sont impliqués dans des dispositifs d'engagement, on a tendance, alors même on fait des podcasts, en fait tout dépend le moyen par lequel ils souhaitent s'exprimer et c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde de passer devant la caméra et de faire des vidéos et voilà, d'assumer son image, etc. Donc du coup, mais c'est vrai qu'on leur demande de témoigner. Alors ça n'a absolument aucune vocation externe, c'est vraiment rediffuser en interne. Les canaux de diffusion, c'est assez classique. Ça va être l'écran à la cafétéria, ça va être l'écran dans les ascenseurs. Enfin voilà, des moyens par lesquels, enfin des canaux qui sont à disposition de tous pour là aussi donner de l'info, parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont faites, c'est pas toujours su de tous les collaborateurs et on se dit que en voyant passer une vidéo, juste le temps de monter jusqu'à mon étage le matin à mon bureau, ça peut me permettre d'aller chercher les infos par la suite, de prendre contact avec cette personne, d'essayer de savoir qui s'occupe du dispositif et de se montrer après par la suite volontaire et de s'impliquer dans cette démarche. Donc c'est vrai que chez Mazars, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, de format témoignage, soit capsule vidéo, mais c'est vrai qu'on les fait aussi intervenir quand on a des événements particuliers type apéro de la RSE, semaine de la RSE, on les fait aussi intervenir pour que ça fasse vraiment du retour d'expérience et que ça puisse aussi être un échange un peu plus informel avec tous ceux qui se posent la question, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui se disent j'y vois des avantages, j'y vois peut-être des inconvénients et j'ai besoin d'être rassurée avant de me lancer. Non, c'est très bien. Il y a un peu deux aspects dans ce que tu dis qui est à la fois créer du contenu qui sont en fait accessibles de manière assez régulière aux personnes qui sont dans la tour, que le programme leur soit accessible ou non, mais pour en parler. Donc, c'est comment est-ce que je fais revenir le message de manière régulière dans une entreprise. C'est vrai que quand on est en présentiel, c'est quand même plus simple. Et il y a aussi ce côté Rex, en fait. Comment est-ce que j'incite d'autres personnes, donc pas les primo
participants, mais ceux qui arrivent après, à quand même participer, même s'ils n'ont pas fait partie des plus téméraires qui commencent à mener des actions. Donc c'est intéressant, il y a ces deux sujets. Est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça aussi, Amandine ou Mélanie? Alors nous, il y a quelque chose qui est assez important donc dans les périodes de recrutement. Et bon, c'est vrai que chez PwC, comme chez Mazars, pour le moment, il y a quand même pas mal. Bon, pour les navires, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui sont recrutées parce qu'il y a un turnover assez important et du coup beaucoup d'arrivées. Et en fait, on a des rendez-vous pour chaque nouveau arrivant qui passe une journée et demie à un peu une intégration dans l'entreprise. Donc, ils ont beaucoup de présentations qui leur sont faites, etc. Et nous, on intervient notamment à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément moi ou des personnes de l'équipe RSE. Et c'est l'occasion, et là, pour le coup, on fait passer un petit peu tout le monde. C'est l'occasion de leur présenter ce qu'on fait, les possibilités qu'ils ont de s'engager, les grandes thématiques sur lesquelles on travaille. Et c'est vraiment un moment où on capte, en fait, tous les nouveaux arrivants. Donc, ce qui fait pas mal de monde tout au long de l'année. Après, comme ça a été dit par Maëva, ça peut être évidemment des vidéos, des petits retours, témoignages ou verbatim qu'on va intégrer, soit des newsletters internes, soit aux moyens de communication qu'on a, que ce soit écran, vidéo, etc. Et c'est vrai que ça, les témoignages, c'est quelque chose qui est un très bon moyen d'aller capter les autres collaborateurs et collaboratrices parce que ça leur donne envie aussi. Et qu'en général, les gens qui témoignent sont hyper contents et ont envie de continuer ce qu'ils ont déjà fait, sont engagés une fois. En général, c'est les personnes qu'on va retrouver sur pas mal d'actions ensuite. Donc, c'est des gens qui sont assez convaincants. Super. Mélanie, là-dessus, tu peux aussi, je pense, partager ce que tu as fait chez Decat parce que c'est très lié, en fait. Nous, on a voulu tout de suite donner la parole, en fait, à nos collaborateurs parce que les premiers qui se sont engagés dans des missions, finalement, c'était les ambassadeurs. Les ambassadeurs du projet, ils étaient déjà convaincus et ils en ont même parlé mieux que moi ou mieux que quiconque ou même mieux que vendredi parce que ils l'ont vécu, ils ont aidé des personnes, donc on leur a vraiment laissé la main. Et c'est ce qu'on avait initié aussi dans le team building solidaire, c'est que pour parler du projet de team building solidaire, qui de mieux que les collaborateurs, et donc on avait permis en fait aux 400 collaborateurs travaillant au service RH de faire un team building solidaire pour justement, eux, après, prendre la main sur d'autres team building solidaires, en fait. C'est vraiment ce petit colibri qui va aller aujourd'hui de point en point. Donc, c'est de pouvoir construire ensemble une belle histoire. Oui, non, ça, effectivement, enfin, de toute façon, c'est un peu le sujet d'après, de vraiment inciter des collaborateurs qui sont très motivés et qui ont adoré leur expérience, d'aller plus loin et d'être vraiment ambassadeurs du concept. On pourra en reparler après. Mais je pense que ouais, mais non, mais ça sera hyper intéressant. Mais je pense que ce qui ressort vraiment beaucoup de ce que vous dites toutes, c'est en fait, ce qui est important, c'est de produire du contenu. Et selon ce que l'entreprise peut faire, ça peut passer par de la vidéo, ça peut passer par des articles, ça peut passer par des verbatim aussi, par exemple, peut-être potentiellement de personnes plus haut placées, de RH ou même du management, qui donnent envie en fait de s'engager et de se jeter à l'eau, on va dire. Et je pense que ça, c'est important. Et après. Derrière ça, si je peux donner quelques conseils, c'est effectivement, voilà, de faire en sorte que les personnes aient accès le plus régulièrement possible à ce contenu. Ça peut passer par des bandeaux sur votre intranet, ça peut passer par des vidéos, ou des présentations, par exemple, sur des télés, comme tu disais, Maëva. Ça peut être tout simplement, en fait, des campagnes de mails régulières. Vous avez toutes, je pense, des newsletters internes qui tournent. Alors, la RSE, c'est pas toujours le sujet phare, mais il y a parfois des sujets, quand c'est une grosse entreprise qui a une fondation, ça peut être la newsletter de la fondation qui rappelle en fait à chaque fois ce qui se passe, qui donne des indications sur, par exemple, il y a eu X personnes inscrites sur tel programme, il y a eu X participation, X dons financés à tel asso, c'est génial, on continue, etc. Ça peut être des moments comme ça en fait. Et après, alors faut-il encore que les temps soient plus propices, mais ce que nous on recommande et ce qu'on a vu aussi pas mal et ce qu'on a pu faire avec d'autres entreprises, c'était aussi de faire intervenir vraiment des personnes sur des responsables de programme comme nous ou des collaborateurs pour témoigner auprès d'autres personnes. Donc faire un peu des petits moments de conférence, etc. Ça peut aussi se faire sous forme de webinaire en ce moment. Et ça fonctionne assez bien parce qu'en fait, souvent les personnes ont des questions, connaissent le dispositif mais osent toujours pas trop passer le cap, ou alors ils sont dans des dispositifs mais ils sont pas vraiment engagés, donc ils sont inscrits à des programmes sans vraiment le faire, ce qui est dommage. Et ce qui est important, c'est d'arriver à convertir en fait ce moment-là et à dire comment est-ce que je passe d'une personne qui s'est inscrite sur l'arrondi sur salaire mais qui a jamais donné par exemple pour contribuer, peut-être qu'il comprend pas, peut-être qu'il connaît pas le système asso, et
d'apporter du contenu, voilà, par rapport à ce sujet assez vaste qui est l'engagement. En fait, c'est un peu notre rôle. Si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi faire intervenir les partenaires. Nous, on fait pas mal intervenir les associations avec lesquelles on travaille, soit des personnes qui viennent un petit peu sur format table ronde, comme ce qu'on fait là, en présentiel ou potentiellement par les outils digitaux. Et c'est intéressant parce que voilà, ils vont aussi discuter avec les collaborateurs qui vont leur poser des questions sur leur association, qu'est-ce qu'ils font. Ou alors ça peut être des petits forums avec les associations, les principales assos partenaires. Ça c'est bien parce qu'il y a un contact humain en plus qui est quand même assez important, qu'on retrouvera un jour peut-être, mais qui permet aussi de poser toutes les questions et de briser la glace pour les personnes qui auraient envie mais qui osent pas trop, etc. Et en plus ensuite ils sont peut-être plus à l'aise pour aller en parler avec leur management de proximité et expliquer le pourquoi, ce que fait l'association avec laquelle ils ont envie de s'engager, etc. Bien sûr. Oui, ça c'est hyper important. Non, simplement, je me disais simplement aussi que le fait de faire témoigner à la fois en gros toutes les parties prenantes, que ce soit les associations ou que ce soit les collaborateurs qui ont été engagés dans le dispositif, ça permet aussi que en fait ce soit l'ensemble des collaborateurs qui s'approprient le sujet et que ce ne soit plus que seulement un sujet RH, un sujet qui est porté par l'exécutif. En fait, il est porté par des collaborateurs en interne et ça permet aussi, à mon avis, de susciter l'engouement et d'y apporter une certaine légitimité sans que ce soit le discours RH ou le discours de l'exécutif qui veut mettre des choses en place, sans qu'il y ait cette confrontation en fait avec le terrain et les collaborateurs. Donc, les mettre en avant, c'est aussi une façon pour tous les autres de s'approprier ces sujets et de susciter aussi la motivation et l'implication. Et c'est exactement ça. Et je pense que c'est le plus important. J'étais en train de répondre, Maëva, à une question qui était dans le chat pour toi. Peut-être que tu peux y répondre par écrit sur le programme stage chez Mazars, qu'on le fait ensemble. C'est bien, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions qui nous concernent. Alors il y a Laurie qui se demande peut-être que vous avez des pistes à lui apporter. Nous avons lancé la plateforme pour répondre notamment à une envie d'agir de la part des salariés. Résultat, un mois plus tard, et beaucoup de communication et de facilité de données pour s'impliquer. Personne ne s'est engagé. Des solutions. Je pense que Laurie, un des sujets là-dessus, c'est que déjà il y a deux choses. C'est est-ce que c'était sur du temps plutôt bénévole ou du temps plutôt mécénat de compétences? Quel était déjà combien de salariés sont concernés? Est-ce que les cadres d'engagement étaient clairs? Et après, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est qu'en gros, c'est compliqué d'avoir des premières personnes qui s'engagent venant de nulle part, mais par contre, ce qui est important, c'est d'utiliser du contenu pour leur donner envie d'eux. Et ça peut venir de la part, donc, par exemple, Mélanie ou Amandine, on parlait donc de salariés chez vous qui venaient témoigner ou qui partageaient du contenu. Maëva, pareil, mais en fait, on peut tout à fait prendre du contenu d'ailleurs. Typiquement, nous, vendredi, on produit, d'ailleurs, Mélanie qui a participé, on produit des vidéos YouTube assez régulièrement qui parlent de ça, qui donnent envie et qui sont sympas. Et vraiment, on vous incite au maximum à venir piocher dans ces contenus-là, même si on n'est pas forcément partenaire et même si c'est pas exactement le même type de programme, parce que ça donne vraiment, en fait, c'est ça qui donne envie, c'est d'avoir des gens qui font des retours d'expérience. Et je pense que c'est une des solutions. Et après, on peut parler selon les spécificités de l'entreprise de laquelle vous faites partie, Laurie, pour en discuter. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on passe au thème 3 ? Ok, super. Donc un peu dans cette continuité-là, on a pas mal parlé de retour d'expérience. En fait, de manière assez logique, une des questions un peu centrales dans l'animation d'un programme d'engagement, c'est de pouvoir créer vraiment des collaborateurs ambassadeurs et de voir comment est-ce qu'après on peut les impliquer de manière plus générale dans des politiques RSE, etc. Et ça, c'est un sujet que je trouvais important d'évoquer. Je pense que peut-être, Amandine, tu peux commencer. Je sais que c'est des choses que vous mettez en place chez vous, vu qu'on avait travaillé un peu sur le sujet ensemble. Oui. Oui. En fait, nous, on a lancé donc déjà les actions sociétales, solidaires, etc. Ça fait un petit moment qu'on en fait. On a un peu recentré ces derniers 18 mois autour de nos priorités en matière sociétale. Et en fait, suite à ça, on a aussi réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait mieux animer. Et on a lancé du coup à l'automne dernier un réseau d'ambassadeurs où on s'est appuyé, c'est exactement ce qu'on disait avant, on s'est appuyé sur les personnes qui avaient déjà fait des actions. Donc on savait que c'était déjà engagé, déjà impliqué. Et on s'est dit, voilà, on va vous donner une petite mission. Votre mission, c'est en interne d'aller relayer les informations qu'on va diffuser via les canaux un peu traditionnels, mais directement dans vos équipes, dans vos business units, parce que du coup, il y a une communication de proximité, ils connaissent pas mal de gens, etc. Et donc,
l'échange un peu informel. Donc peut-être qu'ils vont faire un petit mail à leur équipe, mais ils vont aussi discuter à la cafette, j'en sais rien, dans des temps de pause. Et ça permet ça clairement de dynamiser. Et pour nous, en communication interne, c'était hyper important parce que jusqu'ici, les informations, il y en avait beaucoup et les personnes ne les captaient pas forcément. Et du coup, le fait de lancer ça, c'était 70 personnes à peu près aujourd'hui. Et en fait, ça a vraiment dynamisé au début. Et je pense que ça a aidé au moment où on a lancé la plateforme vendredi, à la fin du mois d'avril. Ça a aidé aussi parce qu'on avait déjà tous les ambassadeurs inscrits. Donc, il y avait déjà des inscriptions, etc. Donc, les autres ont aussi peut-être eu envie et ça crée une dynamique. Et comment est-ce que vous les aviez identifiés je sais pas si tu l'as dit au début, ces ambassadeurs? Ouais, c'était vraiment des personnes qui avaient participé déjà à soit des actions individuelles de tutorat, soit des team building, soit qui étaient en mission en mécénat de compétences. Et vraiment, on s'est appuyé sur eux parce que c'est des gens dont les témoignages sont hyper intéressants. Souvent, c'est des gens qui sont impliqués depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, on s'est vraiment appuyé sur eux. Après, c'était aussi des personnes qu'on avait un petit peu dans l'écosystème de l'engagement ou de la RSE de manière générale, qui travaillent sur l'handicap, par exemple, sur les sujets de diversité, etc. On sait que c'est des gens qui sont sensibles aux problématiques sociétales et qui ont peut-être une appétence un peu plus forte et une envie aussi de partager l'engagement personnel. Et c'est quoi un peu vos perspectives maintenant avec ces 70 ambassadeurs? Vous avez des idées, des envies de leur part qui ont été identifiées? Ouais, déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est les impliquer dans des événements parfois qui étaient proposés par nos associations partenaires. C'était aussi un moyen de les impliquer. Et ce qu'on aimerait faire là dans un deuxième temps, c'est peut-être passer à une échelle un peu au-dessus, c'est de les former peut-être aussi un peu mieux au contexte des associations, à l'économie sociale et solidaire, à ce que c'est vraiment pour qu'ils soient, peut-être que voilà, ils aient les connaissances un petit peu plus de ce que sont le secteur associatif, enfin de ce qu'est le secteur associatif en général et de ce que ça peut recouvrir comme problématique et derrière d'être aussi plus pertinent quand eux, ils vont intervenir ou alors quand ils vont en parler à leurs collègues qui ont envie aussi de s'engager, quoi. Donc, il y a aussi un enjeu derrière un petit peu de formation. Alors, c'est pas de la professionnalisation du tout, mais c'est vraiment l'idée derrière qu'ils soient plus à l'aise, en fait, avec les sujets et que ça puisse aussi ouvrir des nouvelles portes d'engagement, qui puissent nous solliciter pour procéder des choses. Mais il y a aussi des gens qu'on a impliqués sur une réflexion, par exemple, sur notre politique environnementale, donc à voir directement avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais on les a aussi impliqués pour qu'ils réfléchissent et pour qu'on ait un peu des sessions de brainstorming ensemble, à voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action de sensibilisation, etc. Et ça marche assez bien. Il y a vraiment des gens qui ont très envie. Alors nous, voilà, comme Mazars, je sais pas trop pour Decathlon, on a une moyenne d'âge qui est aux alentours de 31, 32 ans, donc des gens assez jeunes et pour qui c'est peut-être plus évident que les personnes de génération plus au-dessus qui ont peut-être moins ça. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, hein, mais en tout cas, c'est dans le monde du travail, c'est le monde du travail et on veut pas forcément. Oui, on veut pas forcément déborder avec ses intérêts personnels et ouais, c'est cool. Chez Vendredi, c'est un peu la règle d'être dans des assos, en tout cas d'être beaucoup agir dessus. Je pense qu'il est intéressant dans ce qu'il dit, c'est cette partie donc des personnes qui sont déjà impliquées en fait chez eux ou au sein de l'entreprise, qui ont déjà participé à les actions, donc vraiment pouvoir les fédérer, de les identifier et d'avoir des bons canaux aussi pour le faire, enfin pour les identifier. Donc ça peut passer via des questionnaires, ça peut passer via des appels à candidature justement. Est-ce que ça vous dirait d'être ambassadeur d'un programme d'engagement par exemple? Il y a une logique aussi que je trouve intéressante, c'est certaines entreprises, on en a certaines des entreprises partenaires qui, par exemple, vont aller demander de l'info à leurs collaborateurs de manière générale sur, par exemple, c'est un peu une question qu'on a dans le chat d'ailleurs, sur quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser, quel genre d'action vous avez envie de mener, etc. Et on a pas mal d'entreprises qui viennent en fait via ce biais-là parce qu'il y a des collaborateurs qui ont particulièrement voulu donner leur avis sur en fait ce que devrait être la politique RSE de la boîte. Ça marche bien pour les petits groupes notamment qui n'ont pas de politique RSE très définie. Et ces personnes-là qui ont réagi qui vont avoir tendance après à être plus impliquées. C'est intéressant d'arriver à le faire sur la suite. Je sais pas si sur ce sujet, Mélanie et Maëva, vous avez des bonnes pratiques ou des expériences en tout cas à nous partager, que ça soit sur des choses qu'on fait ensemble ou d'autres sujets d'engagement.
au sein de Community? Je rejoins à 300% Amandine pour avoir accompagné, et j'accompagne toujours la politique handicap. On a un réseau de référents de 300 collaborateurs et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui parce qu'il y a une présence sur chacun des sites et qui permet de parler de ces sujets-là. Pour moi, ça me paraît essentiel que pour fédérer aussi les collaborateurs, on parle des résultats en fait et de l'impact social, sociétal que chaque projet a en fait et qu'on voit clairement sur un territoire ou sur une action ce que ça a pu engendrer en tout cas. Oui, et pour compléter ce que tu disais, Violette, alors nous, on n'est pas aussi avancé dans le réseau des ambassadeurs et je trouve que l'idée même d'aller plus loin, de les former, etc., c'est vraiment très pertinent parce que du coup, il faut leur donner aussi les billes pour qu'ils soient de bons ambassadeurs et qu'ils puissent aussi mettre en avant leur expérience auprès de tous les autres collaborateurs. Mais simplement, Violette, quand tu disais qu'il y avait des entreprises qui demandaient un petit peu directement aux collaborateurs ce qu'ils avaient envie de faire ou voilà les sujets qui pourraient les intéresser, voilà. Ce qu'on a mis en place nous en interne, c'est une application qui permet donc qui est accessible, qu'on a tous sur le téléphone, qui permet de proposer des idées et donc sur la politique RSE, on a eu comme ça des mesures qui ont été prises avec ça paraît anecdotique mais ça s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus longue. Par exemple, changer toutes les machines à café qui jusque-là nous délivraient à chaque fois le gobelet en plastique avec le nombre de cafés. Il faut commencer par ça. Voilà, c'était une catastrophe. Catastrophique. Et en fait, ça vient de deux collaborateurs qui se sont dit c'est pas possible, on est en 2019, c'est pas possible d'avoir encore les gobelets en plastique qui sortent à chaque fois. Donc en fait, toutes les machines à café ont été changées pour que chacun puisse amener soit sa tasse, soit que ça délivre un gobelet qui a déjà été recyclé et donc qui est plus facile à recycler par la suite. Mais c'est un espace qu'on laisse aussi aux collaborateurs pour proposer et quand c'est pertinent et que ça s'inscrit aussi avec des valeurs qu'on défend, parce que c'est ce qu'on disait au départ, on ne peut pas être sur tous les champs de bataille, il faut choisir parfois des sujets, et donc il y a des sujets dont on ne peut pas traiter parce qu'on ne peut pas tout traiter malheureusement, mais c'est vrai que voilà, laisser cet espace de discussion et de proposition aux collaborateurs, ça permet aussi qu'ils s'impliquent, et quand le projet aboutit, c'est super, ça vient de la base, c'est pas du tout top and down, c'est pas imposé par la DRH, l'exécutif, c'est à l'initiative des collaborateurs et ça c'est vraiment super et ça s'inscrit dans une démarche d'impact qu'on essaie de réduire au maximum. Super. Maëva, il y a une question pour toi dans le chat d'ailleurs à ce sujet, je crois de Sixtine qui de mémoire est chez Wavestone, mais ouais, je réponds directement par écrit, c'est ça? Comme tu veux, mais oui. En fait, j'allais rebondir sur ton sujet parce que ce qui est drôle, c'est que ça fait aussi écho à des choses qu'on fait nous chez Vendredi, c'est-à-dire on n'est pas beaucoup, non, on n'est pas du tout au point d'être quelques milliers, on a une vingtaine de salariés, mais aujourd'hui, on a des petits groupes de réflexion en fait de sujets très qui est lié à notre métier, mais en fait qui est lié aussi à l'entreprise et à ce qu'on veut dégager en tant qu'entreprise. Et par exemple, on a fait un petit groupe de discussion qui s'appelle Vendredi for Earth, donc qui rassemble, je pense, 6-7 personnes dans la boîte, et qui nous permet de discuter autour des problématiques de trucs vraiment tout bêtes, de par exemple pas utiliser tel type de effectivement de machine à café, de plutôt utiliser, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des structures, alors petites effectivement, mais qui arrivaient à garder cet enthousiasme-là et cet espace de liberté en fait des collaborateurs dans ce qu'ils peuvent faire et dans quel genre d'action ils ont envie de mener dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment un sujet clé. Et c'est trop chouette que genre chez Mazars ça soit le cas, par exemple, de pouvoir avoir cette liberté-là, parce que souvent les grands groupes ont un peu tendance à museler ce genre de prise de parole et de position, et réussir à laisser la liberté, pas objectiver, et ensuite donner les moyens potentiellement à des collaborateurs de lancer ça, c'est potentiellement la porte grande ouverte pour des actions un peu plus de long terme. De type engagement citoyen, enfin, ce qui sont en fait les actions dont on parle aujourd'hui, mais c'est des petites portes qui ouvrent ça, quoi. Et je pense que c'est hyper important. Complètement. Et pour rebondir un peu là-dessus, nous, on a chaque année un appel à projet où on va récompenser des collaborateurs qui sont à titre personnel très engagés dans des associations. Et en fait, ça, c'est un hyper bon moyen aussi de trouver des liens et des nouveaux projets qu'on va pouvoir soutenir et sur lesquels on va aussi peut-être s'engager en entreprise parce qu'on a un collaborateur qui est engagé à titre personnel et qui nous l'a fait savoir, et en plus, voilà, potentiellement, on a donné et financé un petit peu son association, et derrière lui, ça
Ça recoupe un petit peu. Ça peut nous donner des idées de renforcement, de renforcer certains sujets sur lesquels on a commencé de travailler, mais sur lesquels on n'est peut-être pas complètement mature, etc. C'est aussi un très bon levier pour ça, quoi. Pour progresser aussi nous en tant que ce qu'on a envie Ça c'est génial et de pousser. d'ailleurs typiquement dans notre outil par exemple dans la plateforme Vendredi sans vouloir trop parler de ce qu'on fait mais on permet par exemple à des collaborateurs de proposer leur propre projet associatif. Tu connais Mélanie, oui, on en avait déjà parlé. C'est la même chez Mazars au final où les stagiaires ont le droit d'aller pousser des associations qu'ils connaissent déjà, dans lesquelles ils sont engagés, mais qui sont pas forcément partenaires de notre start-up. Et donc ça permet en fait tout simplement d'aller sourcer des besoins chez les jeunes qui ont envie ou chez des moins jeunes qui ont envie aussi de soutenir des projets qu'ils connaissent. Et je pense que ça, garder le lien entre ce que les gens connaissent et ce qu'ils peuvent faire ensuite dans l'entreprise, c'est hyper important et ça les rend d'autant plus motivés. Je pense à il y a toute la partie, par exemple, on parle beaucoup derrière fédérer ses collaborateurs, on peut imaginer, par exemple, des appels à projets où les collaborateurs proposent des projets associatifs qu'ils connaissent, puis ensuite vont voter pour ces projets et donc sont hyper impliqués dans la démarche où c'est pas genre la fondation toute seule ou le pôle RSE de l'entreprise qui va gérer ça, mais c'est l'ensemble des collaborateurs qui est impliqué. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui font ça et effectivement, ça marche beaucoup mieux. Et après, ça crée des vrais moments chouettes avec des événements de restitution ou autres qui sont hyper positifs et qui impliquent tout le monde. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça, quoi. Trop bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On passe au dernier thème, qui est un petit peu différent. Là, on a beaucoup parlé d'interne. On a parlé donc de lancement, on a parlé d'animation d'interne, on a parlé donc de fédération, de sollicitation en fait de collaborateurs en amont des projets, pendant le projet, ensuite pour avoir des idées. Donc c'est assez large, mais c'est hyper intéressant. Et maintenant, le sujet c'est plutôt vous en tant qu'entreprise. Il y a un sujet effectivement de marque employeur, je suppose, chez toute boîte. Et donc comment est-ce que je communique autour de mes actions en externe, par quels moyens, avec quel partenaire, est-ce que je le fais à plusieurs, avec quel genre de contenu. Et là-dessus, je vous écoute parce que vous avez sans doute des petits conseils à nous donner. Peut-être Mélanie, tu peux parler de ce qu'a fait Decat, c'est ça qu'il y a eu beaucoup de choses. Nous, alors on n'est pas les meilleurs en communication sur ces sujets-là en fait. On fait beaucoup de choses, mais on les communique pas toujours. Par contre, là, on a décidé de communiquer parce qu'il y a une vraie attente, en tout cas de l'externe aussi, sur ces sujets. Et nous, on parle dès qu'on agit en fait. Donc, dès qu'on a commencé à initier la démarche, on m'a dit non, attends un petit peu avant de communiquer. On va voir les inscriptions. Et dès que les personnes se sont engagées, on a décidé que là, c'était à eux de prendre la main sur la communication. Donc, je me souviens de Jean-Baptiste qui a communiqué directement sur son profil LinkedIn. Ensuite, Decathlon France l'a fait. Ensuite, on l'a fait sur Insta. Sur la partie dons de produits aussi, on a pu communiquer en externe sur ce qu'on avait fait, sur les chiffres. Parce qu'on s'est dit que c'était quand même important en tant que citoyen d'être au courant de ce que fait le magasin Decathlon qui est juste à côté où je suis cliente. Donc voilà, c'est quelque chose où on est un peu frileux, mais aujourd'hui, on se dit qu'on agit et qu'on doit le dire aussi parce que c'est aussi notre responsabilité et parce que surtout, on a envie d'embarquer plus de citoyens et qu'on pense qu'à travers une communication sincère et transparente, on pourra justement embarquer des citoyens dans le don de produits, dans l'engagement associatif. Donc, pour nous, c'était important maintenant de parler de preuves en fait et d'action. Super. Et c'était quoi les attentes dont tu parlais d'externe? Enfin, comment est-ce que vous les aviez tu parles d'attentes de l'externe par rapport à des clients, notamment sur la partie don de produits et sur les e-bress. En fait, l'actualité, tout le pôle médiatique en a beaucoup parlé et justement, nos clients se posaient des questions, on les voyait sur les réseaux sociaux et se demandaient si justement Decathlon les vendait, les donnait, à qui, combien et comment ça se faisait. Donc, c'est quelque chose où on a voulu prendre la main sur la communication en toute transparence sur ce qui était en train d'être fait. Oui, donc de mémoire, vous avez un community manager qui est assez connu chez Decat. Ouais. Dont on parle pas mal. Et peut-être tout le monde c'est dire. Et après, on a laissé la main aussi à nos associations. Pour nous, c'est important on travaille ensemble en fait. On crée cette histoire, ce partenariat ensemble. Donc, c'est à eux aussi d'évoquer à quel point les collaborateurs ont des talents et des compétences et qu'ils peuvent les apporter et que tout citoyen peut finalement agir. Donc, on leur a laissé aussi la main
sur leur mode de communication où, pour le coup, on n'a pas vérifié, on n'a pas demandé à agir avec eux sur leur com. D'accord. Mais c'est bien ça. Je pense que c'est bien de laisser de la liberté aussi dans ce sujet. Alors il y a pas mal d'entreprises qui peuvent être un peu frileuses de communiquer justement, ou qui parlent peu de ça. Ce que je trouve toujours dommage. Au contraire, il y en a qui communiquent énormément sur toutes les actions RSE qu'ils font, voire un peu trop. Et c'est intéressant d'avoir un bon ratio et surtout de laisser la parole, que ce soit des témoignages un peu internes de collaborateurs ou de partenaires associatifs ou autres qui ont aussi contribué. Amandine, Maëva, vous avez des choses à rajouter à ce sujet? Alors nous, sur la communication externe, je dois avouer que c'est pas notre point fort. Néanmoins, bah, évidemment, on a des gros enjeux, comme tu le disais, de marque employeur qui sont quand même assez forts et notamment d'attirer les jeunes qui sont en général plus sensibles et très sensibles à tous ces enjeux. Donc on communique quand même via nos réseaux sociaux, etc., sur soit des grandes actions, alors vraiment des grands partenariats ou sur du témoignage justement. Et ça, c'est vrai qu'on le fait pas mal, soit à l'occasion des semaines un petit peu nationales, que ce soit sur les sujets de diversité, sur les sujets du handicap, sur les sujets de développement durable au sens plus large, etc. Donc ça, on essaie de le faire pas mal, mais c'est vrai on a un enjeu demain, c'est de mieux valoriser ce qu'expliquait un peu Mélanie, de co-construire avec les associations qui sont nos partenaires, qu'en plus on en a qui le sont historiquement depuis longtemps, de co-construire des moments où on va communiquer ensemble. On l'a un peu fait là pendant la période du Covid, que ce soit avec des communiqués de presse, des tribunes, etc. Mais c'est aussi vraiment de s'allier à eux et de leur laisser la parole pour porter des messages qu'ils portent très bien aussi dans leurs activités, dans leurs actions de plaidoyer, au niveau de la société, au niveau des pouvoirs publics, au niveau d'autres entreprises qui peuvent donner envie aussi de s'impliquer sur ces enjeux. Donc ça, c'est un peu notre enjeu du futur, c'est qu'au-delà des petites capsules réseaux sociaux, vidéos ou verbatim, etc., c'est d'aller plus loin dans comment on co-construit avec les associations qui sont nos partenaires, notre communication externe et notre visibilité externe sur ces enjeux. Oui, d'ailleurs, je pense que le type d'échange dans lequel on est aujourd'hui sert tout à fait ce but-là, enfin en dehors des associations, mais par exemple d'aller un petit peu plus loin dans le que juste communiquer sur la marque, mais aussi de partager, faire du retour d'expérience, parce que et c'est aussi notre avis, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, d'associations, de citoyens qui ont envie de franchir le pas, qui savent pas forcément bien le faire, et notre rôle à nous qui l'avons fait tous à notre façon, c'est de partager maintenant, de dire d'expliquer pourquoi c'est pas si compliqué et aussi d'accompagner dans cette démarche. Et je pense que c'est tout le but de ce qu'on fait là aujourd'hui. Maëva, tu veux peut-être parler parce que pour le coup, Mazar est assez, c'était plutôt très sur le dispositif, mais typiquement les stages vendredi, c'est quand même quelque chose que vous utilisez beaucoup en externe. Peut-être que tu veux un petit peu parler de ça. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est bon voilà, on demande à nos stagiaires donc qui sont impliqués dans ce dispositif de stage partagé. Donc en fait, ils passent à peu près 20% de leur temps de stage en association sur une mission de leur choix dans l'association de leur choix. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'était important qu'ils témoignent aussi pour mettre en avant l'association parce que souvent on se dit oui, c'est une opération de marque employeur pour Mazar. Alors oui, mais aussi ça a un but de valoriser les associations dans lesquelles ils vont faire du mécénat de compétences. Et donc typiquement, ce qu'on leur demande de faire, c'est pendant leur expérience en association, de choisir une journée un peu particulière, soit parce qu'ils participent à un événement via leur association, soit parce qu'ils participent à une conférence, il y a une cérémonie qui est organisée, enfin un truc un peu qui change quand même de leur quotidien en asso. Et en fait, c'est un peu le format, ben voilà, venez avec moi, je vous embarque et je vais vous faire vivre mon expérience de stage partagé de l'intérieur. Et ça leur permet, au-delà de se prendre en vidéo, parce que c'est pas tellement ça l'objectif, qu'ils puissent mettre en lumière les parties prenantes avec lesquelles ils travaillent, les bénévoles en association, qui puissent aussi du coup valoriser au maximum l'association et que ça donne envie bien sûr à d'autres candidats, futurs stagiaires de rejoindre à la fois le cabinet et de s'impliquer en ayant cette démarche et cette sensibilité un petit peu éco-citoyenne et que ce soit des gens, nous c'est très important de recruter des stagiaires qui seront bons sur des sujets de finance mais qui sont aussi curieux, ouverts
ouverts d'esprit et qui ont cette idée de s'impliquer avec un impact qui est beaucoup plus large que simplement ce qu'ils font chez Mazars. Donc, ce format fonctionne bien et le dispositif fonctionne bien et on a aussi beaucoup de candidatures parce qu'en fait, c'est des vidéos qui tournent et maintenant, on a beaucoup de candidats qui postulent en disant, en fait, j'ai vu les précédentes vidéos et donc, en fait, je veux faire de la finance et au-delà de ça, j'ai envie de m'impliquer dans une asso parce qu'en fait, je sors des études et que dans le milieu, quand même, les formations aujourd'hui, tous les étudiants ont forcément presque une expérience associative, soit dans le cadre des études, soit sur leur temps libre. Donc, c'est bien qu'ils arrivent à continuer cet engagement, même s'ils sont rentrés dans Ouais, et ce que je trouve super intéressant dans ce que fait Mazars là-dessus, c'est que non seulement vous mettez donc en valeur l'expérience de ces jeunes-là, etc., mais que l'association est vraiment au cœur du sujet, parce qu'on parle vraiment d'une journée en association, dans un type d'association, et l'idée, c'est non seulement de montrer que Mazars permet à ses stagiaires d'avoir ce genre de démarche, mais qu'en plus, l'association dans laquelle ils sont impliqués est un projet qui est intéressant, dans laquelle il y a voilà, tout un tas de compétences pro à utiliser. Et ça, je trouve que c'est une super belle pratique. Et donc, c'est enrichissant, je pense, de communiquer en externe, non seulement autour de ce qu'on fait, mais aussi avec qui on le fait. Et c'est exactement ce que vous disiez, Amandine et Mélanie, sur le côté plus co-construire avec les associations, aller plus loin aussi dans la démarche ensuite. Là, typiquement, par exemple, si je devais donner un exemple, on a un cabinet de conseil avec lequel on travaille qui organise des sessions un peu de formation aux enjeux RSE. À leur partie prenante, c'est plutôt leurs clients pour le coup, donc un cabinet de conseil qui va conseiller à ses clients parce qu'ils y arrivent plutôt bien des types d'actions RSE qu'ils ont menées eux pour diffuser un petit peu ce mouvement. Et je trouve que là on touche un peu un sujet d'extension et aussi de valorisation de ce qu'on fait qui est hyper important et qui ressort vraiment de l'éducation aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de diffuser en tant que marque au lieu de juste pas être juste autour de soi et de ce qu'on peut diffuser en externe pour des prochains recrutements, etc., mais aussi d'un truc un peu plus large, de plaidoyer et d'aller plus loin dans la démarche d'engagement. Et ça je trouve ça super chouette. Oui, et puis ça, c'est complètement le rôle sociétal de l'entreprise. Enfin, si l'entreprise considère qu'elle évolue dans un écosystème et qu'elle a sa responsabilité aussi à porter des enjeux qui sont pas les enjeux de son cœur business nécessairement, mais du coup à aller plus loin en portant des enjeux à plus haut niveau et aussi en essayant de cette conduite du changement qui existe dans les entreprises, mais qui a aussi au niveau de la société, elle contribue complètement à ça. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le rôle du privé quand même de mener ce genre d'action et de donner soit du financement, soit du temps. Enfin, c'est pour ça que cette compétence, c'est intéressant, mais aussi du don financier ou des actions du type don matériel dont tu parlais, Mélanie, tout à l'heure. Enfin, c'est des vrais temps utiles. C'est utile pour former des jeunes dans vos différentes structures qui vont pouvoir parler de ça ensuite. Et c'est utile de manière plus large. Et je pense que c'est un peu au privé aujourd'hui d'aller vers cette responsabilisation-là, en fait, par rapport à la société et qu'on est en plein dedans. Et que c'est top de pouvoir en parler. Si on n'a plus de choses à ajouter là-dessus, je pense qu'on va passer à 5 dernières minutes éventuellement pour prendre des questions. Si certains d'entre vous en ont, n'hésitez pas à les poser plutôt dans l'onglet questions parce que si dans le chat, j'arrive pas à naviguer entre les deux onglets. Hop. Il y a donc il y a une question pour Mazars. Comment peut-on inciter les entreprises et les associations à s'inscrire à une plateforme sans dépenser les seuls dans la communication en temps que je comprends pas trop le sens de la question. Est-ce que c'est s'inscrire à une plateforme du type comme la nôtre ou de manière plus large? Je comprends pas trop cette question, à vrai dire. Donc, je vais peut-être pas y répondre. De Stéphane, n'hésitez pas à clarifier si vous voulez pour qu'on puisse voir. On avait plutôt des questions, donc pareil pour chacun. Il y a la grande question, mais ça c'est pas vraiment la question qui nous intéresse, mais sur l'image du mécénat de compétences et comment il peut être utilisé à tort et à travers au sein des entreprises. C'est moins le sujet de ce qu'on fait aujourd'hui. Pour information, Samy, il y a pas mal donc Mélanie, Amandine et Maëlle aussi promu des initiatives qui sont pas forcément du ressort du mécénat de compétences, mais plutôt du bénévolat ou d'autres actions. Par contre, est-ce que ça permet de museler des distorsions des salariés? Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment le sens. Mécénat de compétences, donc c'est de donner du temps de travail, du temps de travail à disposition pour faire des actions solidaires et souvent c'est en accord avec les syndicats quand on est dans les entreprises, donc c'est pas forcément les sujets de museler la parole des salariés. Au contraire, je pense que ça acte plutôt dans l'autre sens. Après, on a parlé parfois d'exemples de grands groupes qui avaient pu utiliser ça pour
enfin pour placardiser certains salariés, etc. Mais c'est très rarement le cas et beaucoup moins aujourd'hui. Et surtout pas dans des. Là, on parle plutôt de mécénat court d'ailleurs, donc quelques jours par an ou un jour par semaine pendant peu de temps. Donc en fait, c'est moins des sujets pour le coup de avec les. Et même sur du temps long, hein, nous on a un programme où on a quelques collaborateurs, une vingtaine qui sont impliqués sur des missions plus longues. Clairement, en plus leurs retours sont, en plus d'être très positifs, c'est aussi un très bon levier de développement des compétences individuelles des personnes qui interviennent là-dessus, puisque c'est pas leur mission forcément habituelle. Ils vont découvrir un autre monde, ils vont découvrir d'autres choses, et c'est une plus-value qui est énorme pour l'entreprise et sans rien museler du tout, parce que derrière ils nous font leurs retours d'expérience qui sont hyper intéressants et enrichissants pour nous. Donc après, bien, oui, Et ouais. Au contraire, même, c'est perçu souvent comme un privilège d'avoir accès à ce genre de dispositif. Donc, effectivement, parce que en fait, c'est peu commun finalement. Ça reste plutôt à la marge, même si il faudrait que ça se généralise beaucoup plus, mais ça ne concerne pas encore la majorité des collaborateurs. Donc, ceux qui ont la chance d'en bénéficier savent aussi que c'est une super, voilà, une montée en compétences, une plus-value, et que c'est plutôt un privilège d'avoir accès à ce type Tout à fait. Oui, c'est plutôt très bien perçu et valorisé en entreprise. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas trop un sujet. Donc Stéphane m'a clarifié sa question. Donc qui est plus vendredi pour le coup, qui est moins le sujet de ce webinaire, mais je peux répondre rapidement. Donc comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises ou des associations à rejoindre par exemple une plateforme comme la nôtre sans dépenser des sommes en communication en temps pour démarcher? Et ben on a une équipe efficace, débrouillarde, et après on met le pied dans la porte quand il faut. Et une fois que c'est fait, qu'on fait bien notre travail et qu'on a un produit qui fonctionne et qui plaît aux entreprises, aux partenaires associatifs ou autres, on fait grandir le projet tout doucement. Et c'est pour ça que ça fait 5 ans qu'on est à fond là-dedans. Mais à force d'acquérir une expertise, on la partage de mieux en mieux et on est capable de le faire correctement. Donc ça c'est plutôt très très agréable aujourd'hui. Quelqu'un parlait de PME, PMI. Je suppose que on parle de mécénat de compétences dans des PME, des PMI. Oui, c'est tout à fait possible. Enfin, on a des structures de toute taille aujourd'hui qui ont rejoint le projet ou qui mènent des actions solidaires de manière générale. Et être une petite structure, même de 30, 10, 15 employés, c'est tout à fait possible de lancer des actions solidaires. Au contraire, enfin, je pense que c'est des cadres qui sont plus simples, limite pour la communication, etc. Bonjour, combien de jours avez-vous octroyé aux collaborateurs pour le mécénat court? Merci. Bah, peut-être, donc Maëva, toi, c'est peut-être pour les stagiaires répondre à cette question. Ouais, pour les stagiaires, nous, c'est 20% du temps, donc c'est soit un jour par semaine, donc à chaque fois le même jour, tous les jeudis, tous les vendredis, etc. Ça, ils se mettent d'accord avec leurs contraintes métier, on va dire. Soit c'est des semaines complètes, et donc c'est à peu près 5 semaines sur 6 mois de stage. Donc soit 5 semaines consécutives, soit pas. Ça, c'est à voir après avec l'association. Mais ça représente au total 20%. Donc soit un jour par semaine, soit 5 semaines. Et Amandine, vous avez un programme d'engagement de mécénat court aussi. C'est combien de jours par an chez vous? Nous, sur le mécénat court et vraiment volontariat, mécénat très court, c'est 3 jours, dans la limite de 3 jours par an. Après, encore une fois, c'est comme je disais, vu qu'on a parallèlement un programme de mécénat de compétences, si on veut pousser et vraiment dire qu'on accompagne plus longtemps une association parce qu'on a décidé de le faire, on va pouvoir l'étendre, mais ça va être plutôt au cas par cas. Et sinon, c'est tous les collaborateurs de PwC en France qui ont droit à 3 jours d'engagement en volontariat, en pro bono. Donc sur des formats variés en plus, ça permet de divertir. Et toi, Mélanie, il me semblait que c'était du bénévolat plutôt. Ouais, c'était du bénévolat de compétences. Après, du mécénat, aujourd'hui, on n'a pas mis un cadre de jeu sur le mécénat, mais c'est des choses qui se font lorsque un collaborateur va parrainer ou va faire un atelier de CV de lettres de motivation ou va aider une association. En fait, c'est validé avec le leader. Donc, c'est du mécénat, mais c'est pas comptabilisé, en fait. D'accord. Et nous, Émilie, pour information, chez Vendredi, on a le droit de s'engager 3 jours par an par personne pour d'autres choses que notre métier, donc c'est intéressant aussi. Bonjour, vous avez parlé de récompenses pour salariés, quel type? Qui est-ce qui a parlé de ça? Je me rappelle plus.
Non, je pense que c'est quand je disais que c'était Ah plutôt oui, un c'est ça. privilège pour certains de bénéficier. Enfin, il n'y a pas de récompense à proprement parler. C'est simplement perçu souvent comme un privilège et une disposition plutôt positive que c'était pour rebondir Ouais. sur la précédente question qui avait été posée. Mais il n'y a pas de récompense pour les salariés qui font du mécénat de compétences, en tout cas pas chez Ce qui est perçu Capgemini. comme récompense, souvent, de toute façon, c'est de pouvoir le faire, c'est moins d'être objectivé sur le sujet à autre. Je pense que c'est un peu contre la démarche, en fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a on a des taux d'engagement dans les entreprises qui sont bons, mais qui sont pas, enfin, qui dépassent pas un certain palier, parce que passer un certain palier, il y a aussi des personnes que ça n'intéresse pas forcément de mener ce genre d'action et qu'on convertira jamais, c'est pas très grave. L'idée, c'est que ça reste un peu, selon la volonté de chacun de pouvoir participer à ce programme. Sinon, ça devient aussi contraignant que plein d'autres activités qu'on n'a pas forcément envie de faire au sein d'une entreprise et ça perd un peu de son sens, je pense. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, vu qu'il est en plus, enfin, vu que ça fait 1 heure qu'on est ensemble, on va essayer de maintenir notre temps. Je voulais, il y a une autre question. Hop. Je la vois plus. Bon, c'est pas grave. Hop. Je voulais vous remercier à tous d'avoir participé, d'avoir rebondi, d'avoir posé des questions, d'avoir enrichi ce débat, parce que c'était hyper intéressant. Je voulais évidemment remercier Maëva, Mélanie, Amandine, malgré la connexion un petit peu interrompue, on va dire, d'avoir participé, d'avoir partagé plein de belles choses et je pense de belles initiatives que vous menez chacune au sein de vos entreprises. Est-ce qu'il y aura un replay? Héloïse, je te laisse répondre. Ouais. Et ça, c'était vraiment un beau moment. En gros, nous, l'idée, c'est de faire ce genre de webinaire plus souvent parce qu'on a envie de continuer à enrichir ce qu'on propose de manière plus large, en fait, sur l'engagement citoyen, pas forcément que via nous. Au contraire, on a envie de continuer. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets qui pourraient vous intéresser en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à les poster dans le chat et ça pourra nous servir pour définir les prochaines idées. Donc merci beaucoup à tous. Et aussi pour information, je fais un petit peu de la pub pour notre service com, mais en gros suite au dernier mois, donc il y a eu énormément, comme on l'a vu avec vous trois, il y a eu énormément de volonté d'engagement, de solidarité en fait autour des sujets en entreprise. Et on a aujourd'hui fait un petit questionnaire, en gros, qui prend 5 minutes sur justement votre engagement pendant la crise et où vous voulez que ça aille. Et ça serait super de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Je suppose on va vous l'envoyer après cette conférence. Et donc, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour y répondre. C'est d'une grande aide pour nous pour brosser un petit peu le bilan de ces derniers mois. Et on a trouvé que c'était des mois intéressants. En tout cas, nous, ça l'a été. Et ça a été un plaisir de bosser avec des partenaires comme vous trois et comme beaucoup d'autres. Merci à tous et on vous laisse là-dessus. Merci. Merci.